est-ce qu'au fond, il y a une surpromesse de l'IA? Quand on analyse l'étude de MIT, elle est assez intéressante parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement il y a un mauvais usage, mais aussi il y a on l'utilise beaucoup dans ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire en fait notamment tous les métiers, alors beaucoup de métiers marketing, par exemple de publicité, parce que c'est là Ouais. où il y a le plus de hype aussi, c'est souvent là où il y a le plus d'innovation, ou en tout cas on s'empare plus facilement des outils, alors que c'est peut-être sur le back-end qu'on pourrait avoir le plus d'effets. C'est quand même un peu surprenant. On s'attendrait 3 ans plus tard à ce que effectivement l'IA soit rentrée vraiment dans le cœur des process, des métiers de l'entreprise. Comprendre que ces entreprises, elles sont à la course aux investissements. Donc, quand on fait peur ou quand on fait rêver, c'est la même chose, on récupère de l'argent dans les deux cas. Si on dit on va construire une IA qui va détruire le monde ou une IA qui va changer le monde pour le bien, on récupère de l'argent parce que c'est tellement puissant que tout le monde veut y participer. Donc, Non, mais le patron de PwC, il va embaucher moins de jeunes. Je n'arrive pas à savoir si c'est un bon prétexte pour virer plein de gens. Ce que dit l'étude de Yale, c'est que pour l'instant, et encore ils le disent avec beaucoup de prudence, parce qu'ils disent on n'en est qu'au début, mais en tout cas, si on compare avec d'autres révolutions industrielles, pour l'instant, au niveau macroéconomique, on n'a aucun impact détectable après 33 mois. Au niveau microéconomique, en revanche, et là, il y a plusieurs études qui en parlent, il y a un impact brutal et assez concentré sur les juniors dans les entreprises adoptantes. Et d'ailleurs, les seniors sont moins menacés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'une IA fonctionne bien, si on a de l'expertise, on l'utilise mieux, en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Et on est ravis, donc moi je suis ravi de t'accueillir, Benoît Raphaël. Donc on va parler d'IA aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Gilles. Et alors pour bien que tout le monde comprenne le cadre de ta vidéo, tu n'es pas en France, tu es à Bali. Et apparemment, donc, climat assez sympa là, un peu de soleil, quand même, un peu nuageux, j'ai l'impression. Hein. Non, il fait beau. Non, c'est qu'on voit pas bien. Non, il doit faire. Non, il fait beau. Il y a un peu de nuages, ouais, toi. On voit pas très Écoute, ah oui, non, effectivement. Bon. Alors, c'est un nouveau rendez-vous qu'on lance aujourd'hui. Donc, bon, l'idée, c'est que je t'en ai parlé, Benoît. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, les entreprises et les décideurs font face à pas mal de nouveaux enjeux, que ce soit les ruptures technologiques, crise écologique, tensions géopolitiques, le retour de la guerre commerciale, la cybersécurité, etc., etc. Et sur l'ensemble de ces enjeux, ils sont de plus en plus sommés de prendre la parole, voire de prendre des positions. Mais pour prendre position dans un débat, c'est mieux de connaître les termes du débat. Donc, dans cette nouvelle série d'échanges, on va essayer de s'intéresser justement aux termes des débats qui s'installent au cœur de chacune de ces thématiques que je viens d'évoquer. Et on va commencer avec l'intelligence artificielle au cœur des entreprises. Cette série, on l'a appelée Nouvelle Jungle, et je suis ravi de l'initier avec toi. Tu es le parrain de Nouvelle Jungle, Benoît Raphaël. Alors Benoît, donc toi tu es journaliste, entrepreneur, CEO de Flynn qui édite une newsletter bimestrielle qui s'appelle Génération IA. Et tu fais aussi du coaching, vous proposez aussi des formations sur les sujets d'IA. Donc tu es un fin observateur du sujet, tu es top Vox LinkedIn aussi sur ce sujet. Et avant ça, tu avais travaillé dans pas mal de groupes de presse où tu as fondé des médias. Donc, tu as un passé de journaliste et de rédacteur en chef, mais aussi de publisher, d'éditeur, dans la presse. C'est bien ça? En termes de présentation, tout est bon, tout est juste? Et donc, écoute, moi, je te propose de se concentrer ce matin sur 3 sujets. Donc, l'IA au cœur des entreprises, c'est un sujet vaste. Il y a beaucoup de débats possibles. On va s'intéresser à 3 sujets. D'abord, l'IA produit-elle des résultats au cœur des entreprises? On est maintenant pratiquement 3 ans après la sortie de ChatGPT. Non, répond le MIT, a répondu le MIT cet été avec une étude qui a fait pas mal de bruit, selon laquelle 95% des pilotes sont des échecs. On va y revenir. Deuxième sujet, on voit une inquiétude qui monte sur des possibles vagues de licenciements de masse, donc liées à l'IA, ce que les médias américains appellent la job apocalypse. Est-ce qu'on la voit? Est-ce que tu penses qu'elle va arriver? Et puis alors, toi qui as travaillé avec de grands médias, maintenant on va s'intéresser aux nouveaux récits permis par l'IA et on va parler notamment de 2 expériences que tu as menées.
qui, je pense, disent beaucoup sur ce qu'on peut faire avec ces outils au cœur de l'entreprise. Donc, restez bien avec nous parce que ces expériences sont quand même assez originales et je dois dire quand même assez stupéfiantes. Voilà, hein. C'est un bon teaser, ça te va? Alors, Restez bien jusqu'à la fin, donc. parlons donc de cette étude du MIT. Commençons donc par ce premier sujet, c'est effectivement, donc, est-ce que les pilotes au cœur des entreprises génèrent des résultats, oui ou non? Alors donc, je dirais le graphe qui a mis un petit peu le feu aux poudres, c'est celui-ci. Voilà, donc ça, c'est un graphe issu de l'étude du MIT qui est sortie cet été, en juillet, hein, et en fait, on regarde, enfin, ils ont regardé sur un certain nombre de projets pilotes, quels étaient les volumes de projets qui étaient à l'étude, investigated, qui faisaient l'objet de pilotes et ceux qui étaient vraiment mis en production. Et alors, enfin, ils ont comparé en fait donc les projets qui en fait étaient un peu des chats GPT-like, c'est-à-dire effectivement tiens, je vais enlever ça. Hide. Bam, voilà. Donc, le fait d'intégrer en fait des chatbots au cœur des entreprises, bon, bah, ça marche pas trop mal. Il y a 40% de ces pilotes qui sont aujourd'hui implémentés. En revanche, dès qu'on est sur des sujets spécifiques à l'entreprise et plus métiers, et ben là, c'est la catastrophe puisque 5% seulement des projets recensés sont actuellement en fait en production. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'observateur du secteur, parce que tu lis beaucoup sur le secteur. Quelle est ta vision de cette étude? Penses-tu qu'effectivement, les pilotes d'IA ont tendance à pas bien marcher au cœur des entreprises et on ne trouve pas en tout cas ne rencontre pas de ROI positif? Alors tout d'abord, moi j'ai d'abord le réflexe de journaliste qui est de me méfier toujours des études parce que ça dépend de quelle est la méthode, de quoi on parle exactement. Donc il y a toujours beaucoup d'études qui sortent, on en parle beaucoup dans les médias et à chaque fois ça permet de faire des gros titres. Et d'ailleurs cette étude, elle a aussi un péché originel, c'est que d'emblée elle parle de l'usage de l'intelligence artificielle générative dans les entreprises et sort des chiffres en parlant de 5% d'échecs, alors qu'en fait c'est une étude qui a été faite sur 52 études, sur 52 cas, donc 52 entreprises. Donc déjà, on n'est pas sur un échantillon représentatif. Et donc, c'est important de le préciser tout de même. C'est fait aux États-Unis, dans des entreprises plutôt de grande taille, etc. Donc, j'aurais tendance à le prendre ça avec beaucoup de pincettes. Et Ouais, c'est la je trouve en méthodologie, revanche. hein. Tu vois, 52 effectivement Ouais. interviews, 52 interviews réalisées et puis 153 leaders qui ont Mm. participé à un sondage, voilà, et quand même 300 projets publics analysés. Mais oui, Alors, effectivement, je suis pas un l'échantillon. spécialiste des études, hein, c'est pas mon métier, donc mais en revanche, j'appellerais plutôt ça une étude qualitative. C'est-à-dire que ça permet de ce qui est intéressant finalement à l'intérieur de cette étude, c'est surtout les témoignages des gens qui expliquent comment ils l'utilisent et de regarder en fait dans cet échantillon, dans ce petit échantillon, de voir, pourquoi ça fonctionne pas et cetera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, moi, les entreprises que j'ai pu rencontrer, mais aussi beaucoup de témoignages que moi j'ai pu recueillir, notamment sur ma page LinkedIn, de personnes qui disent: «Ça reflète quand même une réalité». Alors donc c'est pas une étude qui dit la réalité, mais elle reflète une certaine réalité. Donc on est plutôt là sur un regard presque micro, si j'ose dire, et qui reflète une réalité de l'usage de la façon dont est implémentée l'IA générative dans les entreprises. Et quelque part, ces échecs ne sont pas complètement surprenants. Je me souviens qu'on a vu une réflexion avec mon associé Thomas Mayer, qui lui est ingénieur, quand on regarde en fait le discours soit apocalyptique, soit complètement bullshit, magique de l'IA qui va remplacer tout le monde, qui est à un niveau déjà de seniorité absolument extraordinaire, quand on entend des gens comme Laurent Alexandre qui expliquent que l'IA est meilleur médecin que lui. Alors peut-être qu'il faudrait qu'il se remette à la médecine d'ailleurs, je pense, mais je ne sais pas quel type de médecin il était. Mais simplement parce que des études ont montré que dans des cadres très spécifiques, les diagnostics pouvaient être meilleurs, mais enfin, on n'était pas non plus dans un cadre réel, etc. Je pense que ce bullshit-là et cette espèce de hype, hein, pour reprendre le terme du cycle de la hype de Gartner, raconte une réalité qui n'est pas celle que l'on voit quand on
quand on comprend comment fonctionnent ces modèles de langage, particulièrement lorsqu'on les intègre dans des systèmes d'intelligence artificielle, et où on se rend compte qu'il y a évidemment énormément d'erreurs. À partir du moment où on va automatiser, par exemple, un certain nombre de process dans l'entreprise, je crois que c'est Demi Hassabis, le patron de DeepMind, qui expliquait, si vous avez 1% d'erreur, ça paraît pas grave, mais si vous avez sur la première étape, mais si vous avez 1% d'erreur à chaque étape et que vous avez 100 étapes, à la fin, vous avez un résultat aléatoire. Donc, du coup, quelque part, là, vous avez aussi un problème. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi le fait que peut-être certains managers ne comprennent pas exactement la réalité du travail de leurs employés, et peut-être se rendre compte que se dit on va pouvoir remplacer les employés, mais en fait se rend pas compte que le travail il est beaucoup plus compliqué. Donc on peut remplacer des tâches, pas forcément des gens. Et donc tout ça en fait que on implémente l'intelligence artificielle générative comme on implémentait des logiciels il y a quelques années, de façon un peu massive, et on se rend pas compte que ça doit s'implémenter petit à petit, qu'il y a des erreurs à chaque étape, qu'il faut les identifier. Et donc, quelque part, je ne suis pas complètement étonné par rapport à la hype qu'il y a eu, que ces implémentations génèrent aujourd'hui beaucoup d'erreurs. Est-ce que, au fond, il y a une surpromesse de l'IA? Certains parlent de IA bubble, notamment. Ouais. Oui, alors la bulle, c'est un peu différent de la hype, hein. La hype, c'est le fait qu'on s'emballe en fait sur les possibilités qui peuvent que peut amener l'intelligence artificielle. Et la bulle, c'est un surinvestissement avec pour l'instant pas forcément de résultats financiers derrière. Donc c'est pas exactement le même phénomène, mais la hype évidemment peut alimenter une bulle. Alors, voilà, donc c'est pas le même sujet pour moi. Tiens, je vais te partager. Alors juste, tu vas répondre à la question. Je vais te partager juste une étude. Alors encore une. Effectivement, il y a beaucoup d'études qui paraissent sur l'IA. Là, j'essaye de n'afficher que celles qui sont très pertinentes, qui ont été pas mal reprises et commentées. Là, c'est une étude de ISG, alors qui est un peu plus optimiste, qui dit que 31% des use cases sont actuellement en production, et qui voit justement un petit peu, enfin qui analyse justement l'écart de performance entre ce qui est attendu et ce qui est réellement obtenu. Alors, pour faire le pont entre hype et bubble, quand même, ce qui est souvent attendu, c'est quand même une progression des revenus grosses, qui visiblement n'arrive pas, en tout cas dans les 1200, là ils ont étudié 1200 use cases, qui visiblement en fait n'est pas obtenu par les cas qui sont actuellement mis en production. Au passage, et ça fait le pont avec le sujet qu'on abordera après, mais on y reviendra, on voit qu'il y a une vraie déception sur la staff reduction, c'est-à-dire en fait l'espoir qu'on va pouvoir virer plein de gens. En fait, finalement, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Donc sur cette bulle, je t'ai coupé. Oui, la bulle, je dis c'est différent de la hype, dans le sens que la hype, ce sont des attentes qui sont exagérées par rapport aux promesses. Donc il y a trop de promesses et que ça nous amène vers ce qu'on appelle la pente ou le gouffre de la désillusion. Et puis ensuite, à la fin de ce cycle-là, on est dans la pente d'apprentissage où on commence à mieux intégrer, à mieux comprendre après avoir fait beaucoup d'erreurs. La bulle, c'est plutôt l'emballement en fait financier autour d'un phénomène avec beaucoup d'investissements qui, pour l'instant, évidemment, dépassent les revenus, mais les revenus tardent à arriver. Donc, du coup, si cette bulle est trop importante, du coup, c'est là où ça risque d'exploser et on risque de se retrouver un petit peu avec ce qui s'est passé avec Internet. Donc là, il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je suis pas économiste, donc j'ai pas d'avis particulier à donner là-dessus. Mais ce sont deux phénomènes. Mais la hype, évidemment. Mais on l'a la déception là sur ce graphe. Là, oui, mais la déception, elle est relativement claire puisque la promesse est tellement importante. Et quand on entend le discours à la fois de ce qu'on appelle les doomers, donc ceux qui pensent que l'IA va créer l'apocalypse, elle est tellement puissante qu'elle va supprimer tous les emplois, qu'elle va même détruire l'humanité, et puis tous les influenceurs qui ont besoin de vendre leur formation, et je me place dedans, hein, mais sauf que moi, j'essaie de le faire différemment. Qui nous explique que tout ça c'est extraordinaire, c'est bluffant avec le fameux emoji avec la tête qui explose. Au bout d'un moment, ça finit par créer des attentes qui sont irréalistes. Et donc derrière, quand on les implante, on se rend compte qu'on est un peu déçu. Quand on analyse l'étude de MIT, elle est assez intéressante parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement il y a un mauvais usage, mais aussi on l'utilise beaucoup dans ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire en fait notamment tous les métiers, beaucoup de métiers marketing, par exemple de publicité, parce que c'est là où il y a le plus de hype aussi, c'est souvent là où il y a le plus d'innovation, ou en tout cas on s'empare plus facilement des outils, alors que c'est peut-être sur le back-end
qu'on pourrait avoir le plus d'effet. Alors Je ça, pense c'est que vraiment, on peut s'arrêter là-dessus 2 secondes parce que c'est quand même assez fou. Moi, quand j'ai vu ce graphe, je l'ai trouvé assez dingue. Et alors, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a un biais lié en fait à l'échantillonnage de l'étude. Et en fait, j'ai retrouvé exactement dans l'autre étude que j'évoquais tout à l'heure, IAG, un peu les mêmes, je dirais les mêmes patterns. Donc là, ce qu'on peut voir sur effectivement ce graphe que j'affiche, c'est que donc quasiment la moitié des pilotes sont dédiés en fait à des sujets sales marketing. Et donc finalement pas tellement au cœur de métier de l'entreprise. Ce qu'on voit aussi dans l'étude ISG avec effectivement en première position, en pole position, tout ce qui est sales, mais on voit aussi le marketing, la corporate communication, ce qui au passage pour ceux d'entre nous qui sont dans le secteur de la communication corporate et des sujets marketing, veut dire qu'on est sur la ligne de front sur les sujets de l'IA, c'est super, on est fiers de l'être, mais c'est quand même un peu surprenant. On s'attendrait 3 ans plus tard à ce que effectivement l'IA soit rentrée vraiment dans le cœur des process, des métiers de l'entreprise. Oui, il y a une question de Dominique là, qui dit que est-ce qu'il y a des études sur la création de valeur réelle dans les entreprises? C'est justement un peu l'objet de l'étude de MIT qui, elle, parle de création de valeur en termes de chiffre d'affaires, de retour sur investissement, voire de marge. Alors après, dire que l'IA amène plus de chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué. Pour l'instant, les discours tiennent plutôt sur la productivité, on va gagner du temps. Et c'est vrai, d'ailleurs, il manque ce discours sur la création de valeur. Quelle nouvelle valeur on peut créer? Quels nouveaux services on pourrait créer? Et est-ce que si c'est pas un gros mot, désolé, est-ce qu'on peut essayer de travailler mieux, travailler de façon plus intelligente, à prendre moins de mauvaises décisions, etc. Et on sait, lorsque l'on apprend à bien manipuler l'IA, qu'on comprend à la fois ses limites et ses avantages, en fait, on peut arriver à l'utiliser pour justement augmenter notre esprit critique. Simplement, quand on l'utilise mal et qu'on le comprend mal, il y a un risque d'écrasement cognitif et donc des résultats qui vont être dégradés. Donc, je pense que pour l'instant, on est Oui, toi, surtout là sur une. c'est ta Oui. vision du sujet. Il faut apprendre à travailler avec l'IA et c'est un peu l'objet de tes formations. Et d'ailleurs, quels sont les profils de gens que tu vois venir demander effectivement ce type de formation? Parce qu'on parlait des fonctions et des métiers. Qui est impacté en priorité? Qui se soucie en tout cas de cette arrivée et cette intégration de l'IA dans Alors, moi, l'entreprise? quelque part, j'ai aussi les personnes qui prennent les formations sont les personnes qui correspondent aussi à mon audience. Donc, j'ai beaucoup de travailleurs du savoir, par exemple, donc des gens qui ont besoin de créer des contenus ou de manipuler le savoir. Donc, ça peut être des chercheurs, des gens dans l'éducation aussi et qui ont besoin d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux manipuler de la documentation, écrire, mieux réfléchir, mieux écrire, etc. J'ai pas mal de freelance aussi. J'ai des gens qui sont dans des grandes entreprises, beaucoup de cas dans grandes entreprises. Et je me suis retrouvé parfois face à des comités de direction qui d'ailleurs avaient une vision de l'IA c'était pas inintéressant parce que c'est quelque chose dont on parle pas forcément beaucoup. Il y a une culture de l'IA et d'abord il y a la culture apocalyptique qui est amenée par les films, etc. De l'IA donc qui va se retourner contre l'humanité, donc qui est purement imaginaire. Terminator. Voilà, et puis il y a l'autre culture de l'IA qui vient du printemps un peu de l'IA, parce que c'est en fait après l'application du deep learning notamment, où on a vu arriver l'IA dans les entreprises, et donc on avait une IA qui était plutôt une IA prédictive, avec pas mal de bullshit aussi dedans, mais en tout cas qui manipule des données, qui est capable de faire des prédictions par rapport à des données. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'IA générative. Alors, elle est prédictive, mais elle fait la prédiction de texte ou la prédiction du pixel derrière. Donc, du coup, au départ, d'ailleurs, elle était assez mauvaise en maths. Maintenant, les nouveaux modèles se sont largement améliorés et sont capables de faire ce type de calcul. Mais on n'est pas dans la même nature d'intelligence artificielle. On est vraiment sur 2 secteurs assez différents, sur 2 technologies qui sont assez différentes. Et dans l'esprit des gens, il y a souvent une confusion. Et donc, on pouvait imaginer faire, donc dans les attentes, ce qu'on faisait avec l'IA. Donc, on mélangeait un peu les 2 idées. Et donc, ça a participé aussi, je pense, à la confusion de cette IA qu'on imagine surpuissante, extrêmement froide, qui calcule très très bien, qui ne se trompe jamais, alors que l'IA générative, il n'y a pas plus erratique que l'IA générative. Elle se trompe régulièrement, elle est bourrée de biais cognitifs, mais à sa manière, on va plutôt parler de biais, de biais automatiques, mais c'est une IA qui est très erratique, en fait. Donc elle est finalement presque plus adaptée au travail créatif. Et en tout cas, quand on veut la manipuler, il faut faire extrêmement attention aux données qu'on lui donne, à la façon dont elle va les traiter, et il faut toujours qu'il y ait un humain dans la boucle. Donc en fait,
on part d'un imaginaire de l'IA assez autonome, plus puissante que les humains, très froide, qui ne se trompe jamais, à une espèce de machin qui est arrivé sur le marché, qui au départ se trompait tout le temps. On a mis un moment avant de s'en rendre compte, maintenant on s'en rend vraiment compte. Et le cas le plus, pour moi, puisqu'on parlait de l'industrie, le cas le plus représentatif, c'est le couac de Deloitte, alors je ne sais pas si Récemment, on là. dirait des gens, mais qui récemment, qui a vendu une analyse stratégique quand même à 290 000 $, si je ne me trompe pas, truffé d'erreurs, qui n'est pas surprenant. Donc il a dû avoir un problème dans le process, je dirais, quelque part, et donc il est obligé d'en rembourser une partie au gouvernement australien. Ils ont promis qu'ils rembourseraient. Voilà. Pour moi, c'est typique en fait d'une mauvaise compréhension de l'IA, peut-être d'une précipitation aussi également, ou alors d'un véritable talent pour le bullshit. Ce que j'espère qui n'était pas dans les intentions de Deloitte. Je pense qu'ils ont essayé de le faire sérieusement, peut-être, mais en tout cas, ça montre que on n'utilise pas l'IA comme ça. On a besoin de faire attention aux données, on a besoin d'avancer pas à pas, de regarder où se passent les erreurs, de se comprendre à quel moment on met un humain dans la boucle. Et moi, ce qui m'importe dans ce sujet-là, c'est qu'on dit que l'IA fait des erreurs. Alors, globalement, elle fait moins d'erreurs que les humains. Le problème, c'est qu'elle ne fait pas les mêmes erreurs. Et comme elle ne fait pas les mêmes erreurs, on n'a pas les mêmes réflexes. Et quand on est dans des grandes organisations, on est habitué à organiser son entreprise de façon à limiter les erreurs. Face à ce nouveau collaborateur qu'est l'IA, on ne sait pas comment faire et on fait beaucoup plus d'erreurs qu'avant. Alors justement, est-ce que, selon toi, quelles sont, là pour le coup, les erreurs que les dirigeants font dans l'intégration de l'IA? Eh bien, déjà, et peut-être juste avant, je vois que Angel nous dit qu'il n'a que le son ou que l'image. Est-ce que c'est le cas d'autres parmi vous? Ça m'intéresse de le savoir. Voilà. En tout cas, il y a des commentaires donc, qui réagissent, donc je pense qu'ils doivent nous entendre. Oui, tout à fait. Peut-être faut-il distinguer les LLM d'autres IA beaucoup plus fonctionnelles. Oui, c'est ce que tu disais, je l'ai affiché. C'est ce que je disais. Il y a deux types d'IA. Ouais. Il y a un livre que je vous recommande d'ailleurs qui s'appelle The AI Snake Oil. Donc le snake oil, c'est l'huile de serpent qui était censée avoir des vertus magiques et qui est fait par un chercheur, qui raconte le bullshit à la fois dans ces deux domaines et qui montre bien les deux domaines. Et qui dit d'ailleurs, parler de l'IA comme une forme d'entité quelque part, une forme de nouvelle espèce, c'est aussi ridicule que de parler des transports en fait en général. Dans les transports, vous avez les vélos et les camions, les bus, les avions. Bah, du coup, vous n'avez pas les mêmes risques avec les avions qu'avec le vélo. Le mec qui est en vélo, il fait pas la même chose. Donc je dirais que il y a plein d'IA différentes, plein de technologies différentes et plein d'erreurs différentes. Donc que font les erreurs des patrons avec l'IA? Écoute, ça dépend de l'IA. Déjà, je dirais la principale erreur, je pense, c'est qu'ils ne pratiquent pas. Et que je pense que dans le cadre aujourd'hui de cette révolution, parce que ça reste quand même une révolution, en tout cas ça nous bouscule énormément, même si dans cette révolution il y a une part d'irréalisme, un patron qui n'utilise pas au quotidien ChatGPT pour développer ce que moi j'appelle cette culture de l'usage. Je pense que la question, ce n'est pas l'implémentation dans l'entreprise. D'abord parce que les gens qui utilisent ChatGPT, il y en a beaucoup dans l'entreprise. Si on regarde les chiffres d'ailleurs du MIT, on a 40% d'abonnements qui ont été pris par les entreprises et 90% qui l'utilisent sans le dire à leur patron ou sans le dire forcément à leur patron. Donc on voit bien qu'il y a un usage, peut-être pas forcément un bon usage d'ailleurs, mais quelque part, je pense que la vraie question, c'est de développer une culture de l'usage. Et qu'est-ce que j'entends par culture de l'usage? C'est comprendre, c'est démystifier complètement l'IA, comprendre ses limites, comprendre ce qu'elle est capable de faire, et quand on sait bien l'utiliser, elle est capable de faire des choses assez extraordinaires tout de même, mais en comprenant bien que c'est une intelligence qui est complémentaire. C'est pas une intelligence qui nous remplace. Elle ne traite pas l'information comme nous. N'oublions pas qu'intelligence artificielle vient d'un mot qui est en anglais, qui est intelligence, qui a un double sens aux États-Unis. Intelligence, c'est le traitement de l'information. La CIA, par exemple, c'est intelligence, c'est ce mot-là. Et donc, elle ne traite pas l'information comme nous, et donc elle ne fait pas les mêmes erreurs. En revanche, elle a une approche qui est plutôt statistique de l'information, alors que nous, on a une approche qui est souvent beaucoup plus heuristique, par exemple. Et donc, on a besoin de l'utiliser pour ce qu'elle est capable de faire. Et ça, je pense, et ça, on ne peut l'apprendre avec un peu de littérature, évidemment, mais surtout beaucoup d'usage. Et c'est par l'usage que l'on finit aussi par développer des méthodes et peut-être aussi des garde-fous dans le métier. Donc moi, je commencerai par ça et je m'appuierai en fait essentiellement sur ce qu'on appelle la shadow AI, donc les gens qui utilisent l'IA sans en parler, qui ont déjà une culture de l'usage, et ce sont certainement sur ces gens-là qu'il faut s'appuyer.
Alors, je te propose de passer à la deuxième question que j'évoquais en début de ce live. Alors, il y a eu effectivement un article dans Le Monde qui synthétisait un petit peu les débats qu'on voit naître outre-Atlantique, hein, sur effectivement la question, est-ce que l'IA va générer des vagues de licenciements? On parle de job apocalypse. Alors, il y a quand même un contexte qu'il faut citer parce que il y a des articles dans les médias, mais il y a aussi des réalités. On a par exemple typiquement le patron de PwC UK qui a déclaré récemment, donc sur LinkedIn, que cette année, ils allaient recruter 1300 jeunes au lieu de 1500 l'année dernière, effectivement en expliquant que l'IA change les choses. On a la patronne d'Accenture qui a eu effectivement qui est citée dans cet article du Monde, qui dit effectivement, qui a dit à ses investisseurs: nous investissons dans l'information continue. Nous faisons sortir dans un calendrier serré les personnes dont la requalification ne constitue pas une solution viable. Dit autrement, si tu n'arrives pas à t'adapter en fait à l'intelligence artificielle, tu dégages. On a Jim Farley qui disait cet été lors d'un événement aussi, donc c'est le patron de Ford, l'intelligence artificielle va remplacer littéralement la moitié des cols blancs. Et puis Dario Amodei, que tu connais, que tu suis évidemment, le PDG d'Anthropic, qui est champion des prédictions, qui d'ailleurs un peu a construit effectivement des leviers de communication corporate assez puissants autour de ces prédictions un peu effrayantes. Lui qui dit que globalement l'IA va supprimer la moitié des cols blancs débutants et faire grimper le chômage de 10 à 20% d'ici 5 ans. Donc en fait, le débat, il n'est pas hors sol. On a quand même un certain nombre de personnes. On pourrait aussi citer le fait, et je veux avoir ta réaction après, qu'effectivement, non seulement OpenAI s'est doté d'un chief économiste, mais travaille beaucoup sur ces sujets de nouveaux modèles de société suite à l'avènement de l'IA, depuis d'ailleurs bien avant 2022, il s'intéressait à ces sujets-là, Sam Altman. Et dans un événement à Walmart, lui et le patron de Walmart disaient bon, tous les jobs vont être impactés. Et donc, il y a quand même une grande secousse qui arrive. Donc, toi, quelle est ta vision sur ce débat un petit peu récurrent? Est-ce qu'on joue à se faire peur? Alors, d'abord, il faut voir qu'il y a des avis très différents. Il y en a certains qui disent que l'IA ne sert à rien et puis d'autres qui disent qu'elle est tellement puissante qu'elle est meilleure que les médecins. Donc, en fait, entre les deux, on a quand même un écart. Après, on est quand même sur une pente ascendante. Il y a une vraie question sur ce qu'on appelle la loi d'échelle, hein, qui fait que plus on va augmenter la puissance à la fois énergétique, donc avec tout le risque pour l'environnement et le nombre de puces et la puissance de calcul, plus on va arriver en fait vers l'intelligence artificielle générale. Ça n'est pas prouvé. Il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord. François Chollet qui a prédit, qui est revenu sur ses prédictions. Il disait que ça allait être dans 10 ans. Il pense que ça va être dans 5 ans, en tout cas selon le benchmark. C'est un chercheur, un ancien chercheur de Google qui est le responsable du benchmark AGI, donc qui est le benchmark un peu référent aujourd'hui sur cette thématique-là, et qui dit on ne le fera que si on change radicalement de technologie, ou en tout cas si on rajoute une technologie dans le système. Donc, pour l'instant, on est encore un petit peu dans l'inconnu. Il faut comprendre qu'on est comme dans un brouillard volontaire ou pas. Il faut quand même comprendre que ces entreprises, elles sont à la course aux investissements. Donc, quand on fait peur ou quand on fait rêver, c'est la même chose, on récupère de l'argent. Dans les deux cas, si on dit qu'on va construire une IA qui va détruire le monde, ou une IA qui va changer le monde pour le bien, on récupère de l'argent parce que c'est tellement puissant que tout le monde veut y participer. Donc, le patron de PwC, il va embaucher moins de jeunes. Je nuance un peu avant de rentrer dans le débat. Voilà. Ensuite, quand on a le patron de PwC, le patron d'Accenture ou le patron de Nestlé récemment, parce que Nestlé vient annonce qu'ils vont supprimer 16 000 emplois. Je n'arrive pas à savoir si c'est un bon prétexte pour virer plein de gens. Parce que l'argument quand même d'Accenture, c'est de dire on a viré des gens dont on pense qu'ils ne seront pas capables de s'adapter à l'IA. Déjà, il y a un jugement un peu subjectif. Je ne sais pas quels ont été leurs critères. Et qu'évidemment, ça fait plaisir aux investisseurs. Puisque du coup, on vire des gens. Donc, est-ce qu'on vire des gens à cause de l'IA? C'est ce que dit l'article du Monde, hein, qui dit qu'effectivement, il y a une vraie prime effectivement, pour les sociétés. D'ailleurs, Accenture s'est fait massacrer un peu sur ce sujet-là. C'était en réaction en fait, au titre qui se faisait un peu massacrer, que la patronne disait on va virer des gens. Donc, et on a Marine qui nous dit est-ce qu'effectivement, l'idée, c'est pas de dire voilà,
venez prendre une étude chez nous parce que nous, on a des idées, des approches magiques avec l'IA. Ouais, mais ce qu'il faut, c'est regarder un peu les pièces du puzzle. Donc, on a effectivement les gens qui suppriment des emplois. Mais moi, je me souviens d'un groupe média qui, au moment de l'arrivée de ChatGPT, avait supprimé aussi, pareil, énormément d'emplois en disant c'est à cause de l'IA. Alors que ChatGPT n'était même pas capable d'écrire un article correct. Donc, on voyait bien que c'était un prétexte, surtout dans la presse où les suppressions de postes font presque partie de la culture d'entreprise parce que ces médias ont toujours été en crise. Donc, moi, je serais un peu prudent en tout cas sur ce qui est annoncé, même si c'est annoncé publiquement, mais je pense que derrière, il y a une volonté de rassurer les investisseurs. Est-ce qu'on veut rassurer les clients aussi? Je ne sais pas, parce que l'épisode de Deloitte nous montre qu'il faut faire un petit peu attention avec ces prévisions. Est-ce qu'il y a une surréaction aussi par rapport à ce qui est en train de se passer? Et après, il faut regarder deux autres aspects. Il y a le benchmark que vient de sortir OpenAI qui s'appelle GDP Eval, qui lui donc va analyser un certain nombre de tâches, donc il y a plusieurs milliers, et va regarder en fait si l'IA est meilleure ou aussi bonne que les humains. Et donc là, on arrive quand même à des taux pas loin de 50%. Hein, donc ça veut dire que un certain nombre de tâches où l'IA est aussi bonne que l'humain. Mais encore une fois, il ne s'agit que de tâches qui sont isolées et ça ne prend pas en compte toute la chaîne de valeur et tous les éléments, par exemple les différentes communications qu'on a besoin d'avoir dans le cadre d'une tâche. Mais c'est quand même un indicateur intéressant, ça serait intéressant de le suivre, mais qui nous dit aussi qu'on parle bien de tâches et pas forcément d'emploi. Donc j'aurais tendance à être plus prudent par rapport à ça. Il y a un autre indice qui est intéressant dans cette enquête pour savoir est-ce qu'on va vers une apocalypse ou non, et en tout cas à quel rythme on y va, et est-ce qu'on arrivera à embaucher suffisamment derrière pour combler, et est-ce que c'est les mêmes personnes qui seront virées, qui seront réembauchées derrière, on ne sait pas, enfin il y a toutes ces questions-là. C'est celle de l'emploi des jeunes. Donc il y a d'autres chiffres qui sont toujours aussi évidemment à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas si. Donc les chiffres montrent qu'effectivement, il y a une baisse dans l'emploi des jeunes. Vas-y, tu voulais parler. Oui, pardon, excuse-moi, mon micro était coupé. Non, mais justement, là-dessus, je t'interromps juste un instant et je veux bien t'écouter parce que effectivement, ce qui a mis un peu le feu aux poudres, encore une fois, c'est donc une étude parue cet été encore. Hein, ça a bossé côté dans les cabinets d'études et dans les labos de recherche cet été. Alors là, on est sur un article scientifique publié par une équipe de Princeton qui a montré en fait l'évolution en termes d'emploi ou d'unemployment des développeurs suivant différentes catégories d'âge. Et on voit qu'en fait, sur la catégorie des 22-25, donc early career, ça plonge. Et ça plonge depuis 2022. Donc, alors, cette étude, elle a été pas mal commentée et il y a une vraie discussion scientifique, là, pour le coup, autour de différents biais possibles dans cette étude. Alors, je crois que tu citais, toi, sur LinkedIn, l'étude de Yale qui est parue récemment, qui montre qu'en fait, il y a effectivement, quand on regarde l'évolution des destructions d'emplois, on voit qu'effectivement, on est sur des courbes qui sont un peu similaires à ce qui se passait au moment de l'arrivée de l'informatique, de l'Internet, etc. etc. Mais globalement, le résultat de l'étude, c'est qu'avant et après IA, il n'y a pas aujourd'hui une vision sensible d'une destruction massive, en tout cas de postes. C'est ce que dit l'étude de Yale. Mais quand on zoome un peu, et je te relaisse la parole sur justement ces jeunes, on se rend compte quand même que dans cette étude, ils mettent un petit mais. Il se passe peut-être effectivement quelque chose sur les jeunes. Et là, on est plus uniquement sur les développeurs. Mais on voit qu'ils ont comparé en fait les 20-24 ans avec les 25-34 ans. Et là, il y a un effet dont ils n'arrivent pas encore à démêler et voir si c'est un effet conjoncturel ou s'il y a un effet lié à l'IA. Mais il pose quand même un signal en disant il faut avoir plus de données et voir ce qui se passe sur ce secteur. Donc sur les jeunes, il se passe des choses. Oui, parce qu'en fait, effectivement, ce que dit l'étude de Yale, c'est que pour l'instant, et encore ils le disent avec beaucoup de prudence, parce qu'ils disent on n'en est qu'au début, mais en tout cas, si on compare avec d'autres révolutions industrielles, pour l'instant, au niveau macroéconomique, on n'a aucun impact détectable après 33 mois. Au niveau microéconomique, en revanche, et là, il y a plusieurs études qui en parlent, il y a un impact brutal et assez concentré sur les juniors.
dans les entreprises adoptantes. Et d'ailleurs, les seniors sont moins menacés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour qu'une IA fonctionne bien, si on a de l'expertise, on l'utilise mieux, en fait. Non pas parce qu'on connaît mieux l'IA. Si on a une expertise métier, évidemment, on est mieux capable de piloter en fait une IA. Donc les juniors deviennent moins intéressants. Alors, au-delà des chiffres, c'est quelque chose qu'on peut facilement imaginer. On peut se dire aussi qu'il y a une surréaction des entreprises qui se disent on n'a pas besoin de juniors parce qu'on peut les remplacer par l'IA, et que du coup ça crée ce phénomène-là et que ça pourra peut-être se rééquilibrer. Mais en tout cas, c'est quand même ça, je trouve que c'est un signal qui est relativement inquiétant. Alors, on pourrait effectivement, j'ai d'autres questions à te poser sur ce sujet, on pourrait creuser, je vois le temps qui passe. J'aimerais qu'on fasse le pont justement avec la troisième partie que j'évoquais en début de ce live sur les nouveaux récits de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que je te propose de nous expliquer un petit peu les expériences que tu as menées. Et il me semble que dans les expériences que tu as menées, qu'on va décrire maintenant, la seniorité, l'expérience joue un rôle fondamental. Et qu'au fond, que ce soit pour la créativité ou pour l'analyse, euh, il faut réussir à piloter la bête. Les moteurs sont très puissants, mais il faut réussir à les piloter. Et ça nécessite de l'expérience. Peut-être ton avis sur cette question-là, et puis on rentre dans je vais t'interroger plus spécifiquement sur les deux expériences que tu as menées. Elles sont vraiment intéressantes. Alors mon approche, c'est d'abord une approche de journalisme. Je suis quelqu'un de curieux. Je pense que derrière la curiosité, c'est peut-être la compétence principale qu'on doit développer aujourd'hui, face notamment à l'intelligence artificielle, parce que face à un risque, il vaut mieux être curieux que peureux, je pense. Et Même si l'expérience. Et voilà, et sur l'expérience, évidemment, je me suis rendu compte que l'expérience joue beaucoup parce que quand on a l'expérience, on peut plus facilement poser les bonnes questions à l'IA, hein, et éventuellement aussi lui donner des méthodes. En tout cas, on comprend un peu mieux l'environnement, on est capable d'aller activer les leviers plus intéressants, même si je pense, et là je suis en train de faire l'expérience, j'en parlerai prochainement, sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout, qui est le marketing et le business, de voir si je peux arriver à prendre une courbe d'apprentissage et devenir expert moi aussi grâce à l'IA, mais en l'interrogeant d'une certaine manière et pas en lui demandant de faire le travail à ma place. Toute la question d'ailleurs, et je vais venir à ta réponse, c'est qu'en fait, utiliser l'IA pour penser à notre place ou pour agir à notre place, il n'y a rien de pire parce que d'abord, on n'apprend pas. Les études montrent aussi que certaines zones du cerveau ne s'activent pas. Donc, il y a un risque d'écrasement cognitif en utilisant l'IA pour penser à notre place. Donc, l'IA, c'est plutôt un vélo. Ça va nous aider à pédaler plus vite, quelque part, un vélo électrique. Et donc, je pense que il faut l'utiliser, l'IA, non pas pour nous donner des solutions, mais pour nous donner les outils pour trouver des solutions. C'est un peu ce que j'ai fait dans les deux expériences que j'ai menées. Oui, alors, donc tu as mené quand même deux expériences assez incroyables. Tu as en fait défié un prix Goncourt sur la création d'une nouvelle de 3000 signes. D'abord, ça c'était en mars dernier. Commençons par ça. Donc voilà, derrière, il y a l'enjeu un peu de la voulu défier, c'est le créativité. Nouvel Obs qui est venu me voir pour me dire est-ce que vous voulez faire ce défi. Hervé Le Tellier était d'accord pour le faire. Donc on devait, en fait, chacun, on avait le même pitch. Donc on avait le début de la phrase, le début de la nouvelle et la fin de la nouvelle. On avait un nombre de mots et donc voilà, et on devait écrire une nouvelle de thriller. Alors moi, j'ai un peu triché parce que je ne suis pas resté complètement dans le secteur du thriller. Je l'ai un peu twisté parce que je voulais faire un truc de grande qualité littéraire. C'était moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir si on arrivait à avoir quelque chose de grande qualité. Après, je m'affrontais quand même à un prix Goncourt, donc j'avais quand même une énorme pression, quoi. Le truc, ce qui est intéressant, c'est que le prix Goncourt lui-même, Hervé Le Tellier, s'est pas mis la pression. Je pense qu'il était persuadé, comme moi d'ailleurs, que le résultat allait pas être très très bon. Donc en fait, il n'a pas écrit une nouvelle vraiment top. Sincèrement, on aurait mis deux humains en face. Sa nouvelle n'était pas de la meilleure qualité. Enfin, moi, j'aime beaucoup Le Tellier. J'admire énormément cet auteur. C'est pas le meilleur texte qu'il ait écrit parce que je pense qu'il s'est pas pris la tête parce qu'il pensait pas que la concurrence allait être aussi importante. Donc il était surpris. Et d'ailleurs, sa première réaction, c'était de dire oh la vache. Et puis ensuite, il s'est dit bon, peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on s'interroge. Il a trouvé qu'il y avait des innovations, qu'il y avait clairement des choses intéressantes, il y avait quelques clichés aussi. Et il s'est dit, en fait, ça nous interroge surtout sur notre métier. Peut-être qu'on s'est un peu endormi sur nos lauriers et peut-être qu'il faudrait que nous, les écrivains, on arrête de faire un peu du juste-chaussette. Donc, quelque part, l'IA aussi, elle nous renvoie le miroir aussi parfois de notre paresse, de notre propre paresse. Et sans avoir de concurrent, là maintenant, on a un concurrent IA, du coup, ça nous secoue un peu parce que finalement, on s'est un peu endormi sur nos lauriers. Et c'est un petit peu la conclusion qu'il avait eue. Et le travail que j'ai essayé de faire, alors je ne peux pas rentrer complètement dans les détails, mais j'en ai parlé longuement dans ma newsletter, c'est d'essayer de comprendre, parce qu'en général, l'IA, quand on lui demande d'écrire, elle est très cliché, parce qu'on va lui demander d'écrire comme tel ou tel écrivain, et en fait, sa vision de l'écrivain, elle est un peu statistique, donc du coup, le résultat est souvent pas mal, mais enfin, si on veut vraiment
concourir face à un concours, on ne peut pas juste être pas mal, quoi. Il faut qu'on arrive à sortir quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent, etc. Et tout mon travail, c'était de voir dans quelle mesure ma compréhension de l'IA, donc j'ai beaucoup échangé avec mon associé qui est ingénieur, j'ai lu beaucoup d'éléments scientifiques, j'ai beaucoup discuté aussi avec Claude, l'IA d'Anthropic, pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait arriver Et que tu à, juges plus créative, hein. Enfin, en tout cas, à que l'époque. je trouve plus fine, en tout cas, dans l'écriture. Et c'est vrai que d'ailleurs, la technique que j'ai utilisée marche mieux avec Claude qu'avec ChatGPT, parce que ChatGPT est presque trop surentraîné pour avoir un comportement d'assistant serviable, alors que Claude est un peu plus souple. Donc, du coup, réagit plus à des prompts un peu bizarres. Et donc, l'idée, c'était de voir dans quelle mesure je pouvais non pas je pouvais essayer de casser en fait la logique statistique un peu banale de l'IA en essayant de travailler sur des concepts que je faisais s'entrechoquer. Donc le prompt d'ailleurs ressemble pas trop à un prompt qu'on peut imaginer, hein. C'est des flèches, des plus, il y a beaucoup d'oxymores aussi. Et cette contraction, ça crée une sorte de recette de style. Quand on la balance, va venir résonner en fait avec tout l'entraînement, donc est comprimé et compressé dans les réseaux de neurones du modèle de langage. Et comme chaque mot-clé a des connexions, l'idée c'est d'aller arriver à activer des connexions entre guillemets profondes, excusez-moi pour l'erreur technique, mais des réseaux de neurones pour aller chercher justement des qualités un peu endormies, si j'ose dire, des modèles de langage. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'usage qu'on a des modèles de langage, on active en fait que peut-être 10% de leur véritable puissance. En fait, il va nous répondre globalement par rapport à ce qui revient le plus souvent dans ces données, et ça va rester souvent en surface. Et il y a des tas de compétences, de motifs assez intéressants. Il y a une culture incroyable en fait dans ces modèles de langage qu'on n'active pas parce qu'on ne sait pas comment aller les chercher. Pour moi, c'est comme aller à la pêche. Comment est-ce qu'on trouve le bon endroit et comment est-ce qu'on crée le chemin qui va permettre à l'IA d'avoir justement ce comportement extraordinaire. Et Parce que c'est nos un peu ce prompts travail que sont j'ai fait. parfois un peu trop paresseux. Toi, tes prompts sont un peu costauds, hein. Oui, alors là, c'est un exercice de prompting, mais on peut aussi le faire en conversation. Mmh. Mais la conversation, du coup, on part du principe que l'IA ne prédit en fait le prochain mot avec une façon d'analyser les mots qui est particulière. Et donc, dans la conversation, on va travailler en géologie contextuelle. Donc, chaque élément de la conversation va conditionner la prochaine conversation. Donc, du coup, petit à petit, on construit un contexte, c'est-à-dire toute la conversation qui va préparer l'IA à avoir le meilleur comportement possible et aller chercher. Tu sais, en fait, dans l'IA, je donne un exemple très, très simple. Par exemple, on peut dire à l'IA, réfléchis à ce problème de telle ou telle manière, avec cette méthode-là, réfléchis par étapes, tout le bordel qu'on a pu entendre, et parfois un peu bullshit d'ailleurs, sur le prompt engineering. Et en fait, si tu lui demandes simplement comment est-ce que Charlie Munger aborderait ce problème, et derrière le mot-clé Charlie Munger, donc derrière le token Charlie Munger, si j'ose dire, il y a tout un réseau de connexions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ces méthodes. Charlie Munger est un penseur, un financier, un investisseur essentiellement, qui a mis en place énormément de modèles mentaux interdisciplinaires. Et du coup, en fait, ce simple mot permet d'activer en fait tout un espace de méthodologie qui va se développer. Et ça, il faut aller le pêcher. Alors, ce mot-clé, il marche bien. Il y a des mots-clés qui marchent incroyablement bien, mais qu'il faut aller pêcher comme une pêche au trésor pour aller activer Mais tu vois, justement on en ce revient génie profond, je dirais, du LLM. à l'expérience. En tout cas, à la pugnacité, si je veux plutôt. En tout Non, cas, mais c'est Charlie Munger, que bon, voilà, il faut avoir, faut que ce soit dans son radar. bien L'expérience, la sûr, oui. culture et bon, enfin, voilà. Alors oui, tu as tout à fait raison. En même temps, je discute avec pas mal de gens qui disent: «Alors, du coup, comment on les trouve, ces fameux tokens magiques, et cetera? Bon, comment est-ce qu'on arrive à avoir de tels résultats?» Je dis: «Demande à ChatGPT». Mais parce que par moment, on Ouais. peut lui dire: «Tiens, quels sont par exemple les 10 penseurs, les 15 auteurs qui ont réfléchi à ce problème?» Et on lui pose même pas notre question. OK, il y a ça, ça et ça. Tiens, explorons celui-là. Du coup, il a dit ça, mais alors du coup, je comprends pas, et cetera. Comment est-ce qu'on peut connecter avec un autre? Et à la fin, une fois que le contexte est bien prêt, on peut poser la question. Donc, même si on n'a aucune culture, on peut, en ayant une forme d'art du questionnement, et moi je me suis rendu compte qu'en fait, moi mon associé pose de meilleures questions que moi, parce que c'est un ingénieur. Et en fait, moi je suis journaliste, donc j'ai une façon de poser les questions. Et donc du coup, là où mon expertise intervient, c'est que moi, quand je suis journaliste, j'essaie d'aller chercher le poisson rare derrière la parole des personnes. Donc il y a une façon de questionner. Il y a Socrate qui a développé aussi une méthode de Bien sûr. questionnement. Et je pense qu'apprendre à questionner l'IA, c'est un art, et qu'effectivement, ceux qui ont des métiers d'ingénieur, de journaliste, de médecin ont peut-être un avantage, mais que ça s'apprend. Et le meilleur moyen de l'apprendre, c'est de demander à ChatGPT. Et tu évoqué la maïotique. La deuxième expérience, on a vraiment quelques minutes parce qu'il est déjà 53 et effectivement, Mais on a démarré en retard.
On a démarré en retard. La deuxième expérience que tu as menée, tu as écrit un livre d'enquête de 200 pages en 2 jours. Oui, là, l'expérience était un peu différente. Je voulais essayer de voir, est-ce que je pouvais arriver à écrire un livre d'enquête. Alors, c'est une enquête documentaire, donc il n'y a pas d'enquête journalistique, Ouais. d'interview, etc. Je partais uniquement sur ce qui existait déjà, sur l'existant. Et c'est vrai que l'évolution des modèles, aujourd'hui, on est sur des modèles, les modèles de langage ont une dimension agentique. Une dimension agentique, ça veut dire ils ont des outils à leur disposition. On leur pose un problème en entrée. Ils vont utiliser les outils comme bon leur semble. Ils vont travailler un peu en boucle jusqu'à arriver au résultat. C'est ça qu'on appelle un agent. Donc ChatGPT, le modèle GPT-5 par exemple, le modèle Sonnet 4, même le modèle Sonnet 3.7 sont des modèles agentiques, donc ils sont capables d'utiliser des outils. Donc par exemple, quand on leur donne des documents dans le cadre d'un projet, ils sont capables d'aller piocher dans les documents en fonction de ce dont ils ont besoin. Et le modèle agentique le plus intéressant de OpenAI, c'est le modèle qui permet de faire de la recherche approfondie. Donc, c'est un modèle O3 qui a été entraîné spécifiquement, c'est ça qui est intéressant, pour faire de la recherche. Donc, du coup, il a une réflexion, etc. Et je trouvais que les résultats étaient tellement bons, avec très peu d'erreurs, que c'était une bonne base pour faire une recherche documentaire. Et ensuite, on met en place, on fait travailler les IA entre elles. Et l'idée, c'était qu'en 2 jours, je puisse écrire un bouquin de 200 pages qui soit avec du fact-checking. Donc, du coup, les agents d'IA font du fact-checking et que ça soit correct, que ça soit facile à lire et que ça soit un bon bouquin et pas seulement un bon bouquin écrit par l'IA. C'était ça un peu l'idée. Oui, et tu as utilisé les différents outils, enfin les différents IA qui sont à ta disposition pour donc tirer le meilleur en fait de chacune d'entre elles. C'est ChatGPT qui a fait le fact-checking, mais c'est Claude qui a écrit les principaux. Oui. Donc voilà, il y a quand même un travail de différents layers que tu as mis en place sur ces 2 jours qui t'a permis d'aboutir à effectivement un résultat qui était assez. Enfin voilà, fact-checké. Intéressant. Et c'est pour ça que intéressant. je pense que je l'ai fait aussi dans une vertu pédagogique, parce qu'en fait, quand on fait ce travail-là, on prend conscience de la manière dont l'IA se trompe et qui est parfois extrêmement étonnante. Je vais donner un exemple parce que j'ai refait Ouais. l'exercice, parce qu'on a lu ma newsletter qui racontait l'exploit, mais on n'a pas lu la newsletter qui racontait le désastre, parce que j'ai essayé de faire un deuxième livre, mais j'avais beaucoup moins de données. Et donc, du coup, dans mon prompt, je m'étais un peu trompé. J'avais mis un peu, entre guillemets, en tout cas, j'avais dit que c'était un livre d'enquête, un peu thriller. Et du coup, O3, qui a un biais particulier, il a tendance à se prendre parfois pour un humain. Il s'auto-anthropomorphise. C'est en partie lié à son entraînement, notamment le fait qu'il utilise des outils. Alors, je n'ai pas la raison exacte, mais en tout cas, il le fait. Et donc, dans le deuxième, je me suis retrouvé avec des témoignages qui étaient complètement faux. Donc, dès que j'ai commencé le fact-checking, il n'y avait plus rien qui allait, mais tout était faux. C'était hallucinant. Donc, je retourne vers O3 et je lui dis, mais pourquoi, d'où vient ce témoignage? Il dit, c'est moi qui l'ai interviewé. Je dis, mais comment ça, tu l'as interviewé? Je sais pas, je suis allé le voir, mais je ne peux pas te dire comment parce que c'est le secret du journalisme. Bon. Et donc, j'étais extrêmement surpris parce que ce modèle qu'on présentait comme la future AGI il y a quelques mois auparavant est capable de faire une erreur complètement stupide et de ne pas comprendre, parce qu'en fait, on voit bien que ces IA ne pensent pas. En revanche, elles sont très puissantes, mais tu vois, comprendre à quel moment elles vont trébucher et documenter ces erreurs, je pense que c'est un bon exercice pour montrer comment est-ce qu'on doit aborder l'IA aujourd'hui, c'est-à-dire travailler sur des petits projets, faire des expériences, regarder où est-ce qu'on doit mettre l'humain dans la boucle, mais surtout, dès qu'on fait une erreur, documenter l'erreur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas faut pas empêcher les erreurs. Il faut comprendre à quel moment elles interviennent, parce que quelque part encore, l'état de la science, il n'est pas encore très clair là-dessus, et on est surpris en bien parfois, et parfois surpris en mal. On a encore des surprises très étonnantes. Je vais donner un exemple. Il y a un truc, si tu poses une question, tu demandes à ChatGPT quel est l'emoji hippocampe, teste sur GPT-5, tu verras, il part en boucle, mais en boucle à l'infini. Il teste plein d'émojis, etc. Enfin, amuse-toi, tu verras, c'est assez rigolo. Et ça marche pas avec Claude, ça marche qu'avec GPT-5, je sais pas pourquoi. Et les autres s'arrêtent un peu plus rapidement, mais ce qui montre bien, tu vois, qu'il y a des comportements complètement étranges qui sont liés au fait que ce sont des mécanismes, des intelligences qui ne fonctionnent pas du tout comme nous. Et donc, il faut qu'on fasse preuve, comme dit Amanda Haskell, qui est la responsable de la personnalité de Claude chez Anthropic, qui est une philosophe, qui dit il faut avoir de l'empathie. L'empathie, c'est pas être sympa avec les IA, c'est comprendre comment elles fonctionnent pour être capable de les faire travailler dans le cadre de leurs capacités, donc respecter leurs capacités et leurs limites pour avoir une bonne collaboration avec elles. Bon, en tout cas, ces 2 expériences en disent long, je pense, sur effectivement comment on peut être créatif avec cet outil
et comment on peut aussi aller loin dans le processus d'enquête, de benchmark, et arriver à irriguer sa réflexion au sein des entreprises avec ces outils, mais à condition d'y passer le temps et d'y mettre effectivement l'énergie nécessaire. Oui, je pense qu'il faut. Pour l'instant, sur la productivité, c'est pas prouvé sur tout. En tout cas, c'est comme apprendre à taper à la machine. Au départ, mais il faut le faire avec ses 10 doigts. C'est long, ça prend du temps, mais après, effectivement, petit à petit, on s'accélère. Toi, c'est ce que j'appelle moi la culture de l'usage. En fait, c'est pas que parce que tu mets ChatGPT que ça va aller tout de suite très vite. Il faut justement apprendre à taper avec ses 10 doigts, et donc là, à taper avec ses tokens et ses prompts et sa conversation pour arriver petit à petit, non seulement à gagner du temps, mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que moi, à quel point ça m'a permis de m'améliorer, de mieux travailler, de d'écrire des choses plus intelligentes, d'améliorer mon écriture aussi, parce que en même temps, l'IA m'aide à réfléchir. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut vraiment avoir aussi une approche parfois métacognitive, comprendre ce qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que quand on le fait bien, on a des résultats qui sont parfois assez étonnants. Bon, eh ben, écoute, Benoît, merci beaucoup pour montrer qu'effectivement tout ce tour qu'on a pu faire, alors qui n'est pas complet, sur effectivement l'intégration de l'IA dans les entreprises. On te suit bien sûr sur LinkedIn, Top Voice LinkedIn, on te suit. Tu as une ou deux personnes à nous conseiller Comme tu m'as pas posé la question avant, je vais pas trouver quelqu'un tout de suite comme ça sur LinkedIn et- à interviewer. Donc j'ai pas de nom là qui me vient à l'esprit, mais Bon, je pourrais le mettre dans les commentaires une fois que j'aurai eu le temps de réfléchir. eh ben, Au on sujet. rajoutera dans les commentaires, c'est promis. Non, je trouve en revanche qu'il y a une personne qui est intéressante parce que d'abord, il y a peu de femmes qui parlent de l'IA parce que, à part Laurence de Villers et justement Marion Carré, qui est donc la patronne de la créatrice de Asmona, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le complexe du tapis roulant. Je suis pas d'accord avec tout, mais peu importe, j'ai trouvé super intéressant à lire, notamment parce qu'il y a aussi une approche politique aussi de ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut rester intelligent et rester dans la course cognitive en utilisant l'IA. Donc c'est un livre qui vient de sortir là, il y a quelques jours que j'ai terminé. Et c'est une voix un peu singulière, moi je trouve, dans le monde de l'IA. Donc, donc ça vaut le coup de l'interviewer si tu veux l'inviter. Oui, alors non, en fait, c'était effectivement sur effectivement qui on peut suivre pour continuer. Marion Carré, voilà, Voilà, tout à fait. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Benoît, merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Désolé pour le retard, on a eu des petits soucis techniques, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en est sorti. Je vous dis à bientôt dans la jungle de Story Jungle. On va poursuivre en fait cette série Nouvelle Jungle avec d'autres interviews qui sont en train d'être calées et sur lesquelles je communiquerai sur mon LinkedIn. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi, mais bien sûr suivez Benoît Raphaël, toujours très inspirant sa communication sur ces sujets. C'est très fouillé. Merci beaucoup Benoît et très bonne journée et bonne soirée à toi. C'est ça, oui, le soleil se couche.